sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 4 mai, deuxième dimanche après Pâques. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion du rappel à Dieu du pape François le 21 avril dernier, une rencontre avec notre vaticaniste, monsieur l'abbé Barthes, sur le bilan de ce pontificat. Ensuite, nous rencontrerons Jacques Bert, qui est chargé de formation dans une association qui s'appelle Irvine, qui est un centre de formation à la vie active. Et enfin, nous accueillerons Brieux Clerc, qui est l'organisateur d'un pèlerinage qui aura lieu du 8 au 11 mai prochain de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Donc à l'occasion du décès du souverain pontife, le pape François, nous revenons un petit peu sur son itinéraire. Alors sur quel programme le cardinal Bergoglio avait-il été élu pape en 2013 ? Sur aucun programme. Ah bon, mais c'est ce qui a permis d'être élu avec facilité, on va dire, puisque c'était relativement facile. Non, il a... Oui, il n'y avait rien de précis dans ce qu'il annonçait. Il a parlé dans le discours qu'il a fait lors des congrégations générales. La plupart des cardinaux font un discours de 3 minutes, et pour ceux dont on pense qu'ils peuvent être élus, on fait très attention à ce qu'ils disent. Lui avait parlé de décentrement, de sorte que l'Église sorte d'elle-même, je ne sais pas comment il retourne ça. Bref, aller aux périphéries. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire. Il faut ajouter que... Donc, il était incontestablement l'homme de ce que le cardinal Daniel s'appelait le groupe de Saint-Gall. Il n'y a pas de doute, hein, mais il s'est imposé dans ce groupe en quelque sorte, puisqu'il était auparavant déjà dans l'élection précédente, celle de 2005, hein, où il est arrivé derrière Ratzinger avec quand même pas mal de voix. Mais en même temps, il était considéré par un certain nombre de traditionnels comme partageant presque leurs idées. Alors, quels ont été les axes majeurs du pontificat ? Ces 12 axes. Oui, bon, je vais paraître négatif, mais bon, pour aller plus vite, abattre les murs. Hein. Abattre les murs, et on va dire qu'il y a un fil qui est constructif, si on veut, la synodalité, d'un bout à l'autre, mais enfin qui s'est développé au maximum à la fin. Et le reste, ça c'est... Bon, je reviens sur ce que j'ai dit, abattre les murs, mais je veux dire, d'abord et avant tout, il a porté Vatican II à son maximum. C'est ce qu'on peut dire. Si vous voulez, il est l'homme, et par ailleurs, on peut dire aussi qu'il est l'homme de ce que Benoît XVI avait appelé l'interprétation de rupture de Vatican II. Par rapport à l'impression que lui donnait... Ratzinger, devenu Benoît XVI, à l'interprétation de la réforme dans la continuité. Et donc, ça s'est manifesté sur 2 points. Celui de la liturgie, qui n'est peut-être pas le principal, mais qui évidemment pour nous pèse considérablement. Alors que donc, le mur à battre, en l'espèce, c'était Summorum Pontificum, qui disait que l'une et l'autre forme, enfin qu'il y avait 2 formes du rite, et qui à égalité, en quelque sorte, était lex orandi. Ça peut se discuter, mais enfin ça apaisait toute l'Église. Et il a voulu dire l'inverse, à savoir qu'il n'y avait qu'une seule expression de la lex orandi, celle de la réforme de Paul VI, celle du missel de Paul VI et de la liturgie de Paul VI. Et par ailleurs, la question morale, qui n'est pas précisément conciliable, c'est-à-dire le concile a été, on peut dire, une libéralisation de l'ecclésiologie. C'est un virage vers le catholicisme libéral dans l'ecclésiologie, ce qui se manifeste par la liberté religieuse, par l'œcuménisme, par les principes du dialogue avec les religions non chrétiennes. En revanche, Paul VI avait retiré du Concile la question de la morale conjugale,
pour la conseiller à l'élection. Enfin, je ne refais pas toute l'histoire, mais disons que c'était là pour le coup, Paul VI, avec Humanité en 1968, a dressé un mur du point de vue de la morale conjugale qui n'était pas libérale. Et tout l'effort de ce qu'on pourrait appeler la gauche conciliaire a porté pendant toutes les années qui ont suivi, de 68 à François, abattre ce mur de l'humanité. Ce que fait François. Alors vous allez me dire que Maurice Laetitia ne porte pas précisément sur ce sujet-là, mais il porte sur la morale conjugale, et il est un signe très fort de libéralisation de cette morale conjugale. Alors, quel bilan dresser de ces... J'aurais, en disant tout ce que je viens de dire, années, oui. J'ai l'air d'être très négatif, mais je relativiserai ma négativité en disant qu'au fond, hélas, précédemment, on n'avait pas fait mieux que lui. J'entends par là que depuis Vatican II, puisque je parle de Vatican II, il y a eu une claire déchirure dans l'Église, une rupture, et que l'effort de tous les hommes au pouvoir, dont tous les papes, était d'essayer de recoller les morceaux. Jean-Paul II et Benoît XVI, plus fort encore, ont essayé de le faire par une interprétation, on va dire, modérée du Concile, et puis alors ça n'a pas marché. Il a démissionné. Et François a voulu le faire par une interprétation la plus forte possible du Concile. Et là non plus, ça n'a pas marché. L'Église continue à se déliter. Alors, quels sont justement les défis à relever pour le prochain pape ? Je parlerai plutôt des espoirs que nous devons avoir, l'espérance chrétienne, et que la doctrine catholique soit restaurée dans sa plénitude. Ça, ce serait le défi principal. Maintenant, il faut peut-être être plus modeste dans un premier temps, mais qu'au moins on permette d'aller vers ce but. Et par conséquent, qu'on permette aux catholiques d'être catholiques dans l'Église catholique, notamment du point de vue de la liturgie et de tout ce qui va avec le catéchisme, etc. Alors, le prochain... Liberté pour le catholicisme dans l'Église catholique. Voilà, laissez faire l'expérience de la tradition, pour reprendre une expression bien connue. Dans un premier temps, c'est ce qui... Alors, quand cette émission sera mise en ligne, le conclave sera sur le point de commencer. Quelles vont être les personnalités majeures de ce conclave ? Au jour où nous enregistrons, la personnalité majeure n'est pas ma tasse de thé, c'est le cardinal Parolin. Parolin, bien sûr. Certes. Mais alors, il se trouve que il y a des conservateurs et il y a, comme toujours, des progressistes. Les progressistes sont nombreux, sont forts, donc c'est Parolin, ça va être... notre espoir, c'est que... Ils sont plusieurs, ils vont se gêner les uns les autres. Il faudra, dans ce conclave qui s'ouvre, 90 voix pour être pape, c'est beaucoup. Il y a aussi Aveline, qui est le candidat de notre président de la République, qui fera des voix, pas à cause du soutien du président de la République. Pas à cause de ça, non, mais il y a le cardinal Zuppi, président de la conférence des évêques d'Italie. Voilà, de la communauté Sant'Egidio. Il aura sans doute quelques voix à Tagle. Bon. Et de côté conservateur, c'est le cardinal R2, on dit R2 voilà, sans doute. Donc qui lui est un Hongrois. De Budapest, oui, c'est ça. Il se trouve que les traditions, on va dire les conservateurs, cette fois-ci, aux surprises, sont assez bien organisés. Ça ne fera pas qu'ils l'emportent, sans doute, mais en tout cas, ils pourront donner de la voix, oui, c'est sûr. Ils vont faire des déclarations très fortes, incontestablement. Voilà. Alors après, vous dire, je ne sais que ce qui va se passer. Personne ne le sait, sauf le Saint-Esprit, qui sera satisfait ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Très bien, eh bien merci de ces éclaircissements. Et puis de toute façon, je crois que nous, simples laïcs ou même prêtres, nous ne pouvons que prier aux intentions de l'Église, des cardinaux et du futur pontife. Beaucoup prier. Merci, monsieur l'abbé. C'est à vous. Merci, monsieur l'abbé. Bonjour Jacques Bert.
Bonjour monsieur. Donc vous êtes directeur de la formation d'une association qui porte le nom d'Irvine, I-R-V-I-N. Alors, qu'est-ce que cela signifie et de quoi s'agit-il? Donc Irvine, ça signifie initiation à la révolution de la vie par l'immersion en nature, ou plus facilement racine en breton, parce qu'il s'agit de pouvoir vraiment permettre à nos jeunes de retourner à la racine, à leurs racines. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous formons des jeunes au savoir-être, des jeunes qui viennent de tous milieux sociaux, et qui vont aussi bien pouvoir venir de prison ou de la rue, pour certains qui n'ont même pas le bac, comme avoir déjà passé un diplôme d'ingénieur central par exemple, ou la Sorbonne en droit. Et tous ces jeunes-là, ensemble, vont être formés au savoir-être pour acquérir de la diligence au travail, pour acquérir aussi quelques connaissances fondamentales pour s'engager dans la vie, comme la liberté par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, chaque semaine, les jeunes vont avoir 3 jours de chantier école, 2 jours de cours. Et ces jeunes-là, ensuite, vont être orientés vers des entreprises partenaires, qui vont les recruter et qui vont leur permettre vraiment de pouvoir être recrutés non pas par des compétences techniques comme ça se fait habituellement, mais par un savoir-être. C'est un peu la révolution par la vie, puisque c'est à partir du vivant qu'on forme au savoir-être. C'est tout ce qui compte, nous, dans l'association. Alors, sur quelle anthropologie repose votre démarche? Notre démarche, elle repose sur 2 axes majeurs, je dirais, qui sont issus de la formation et du parcours de vie du fondateur de l'association, Patrice Valentin. Patrice Valentin, c'est un ancien officier de Légion qui a fait 15 ans dans la Légion et ensuite il a fait 20 ans en tant qu'entrepreneur dans le génie écologique. Concrètement, il s'est rendu compte, après la fin du service militaire, qu'il y avait 2 éléments fondateurs dans la Légion étrangère qu'il voulait garder et essayer d'offrir dans un contexte laïque, si je puis dire, qui sont à la fois la partie mixité sociale qui est vraiment très présente dans la Légion étrangère, avec des personnes issues de tous milieux sociaux, l'anonymat, l'oubli du passé étant la force qui va permettre cette vraie mixité sociale. Et concrètement, comment ça se passe? Nous, les jeunes, quand ils arrivent, ils ne connaissent les uns des autres que leur prénom et leur âge. Ils sont tous en uniforme, on efface les différences culturelles. Ils n'ont pas de montre, pas de téléphone. Et là, ils apprennent à se centrer sur l'instant présent. Et c'est là où on arrive sur le génie écologique, c'est-à-dire que sans téléphone, sans les dispersions de notre monde actuel, les jeunes vont pouvoir vraiment rentrer dans une démarche de reconnexion à soi, de reconnexion à la vie. Et la grande intuition de Patrice Valentin, c'est la vie, le vivant, c'est une force qu'on peut ressentir en soi dans certains grands moments de la vie. Par exemple, face à des grandes souffrances, dans un gros accident de voiture, plein de gens parlent d'expériences de mort, de différentes grosses expériences comme ça. Et d'où est-ce que ça vient? Et la philosophie réaliste répond à cette question-là, puisque c'est cette force de vie qu'on appelle l'âme, mais qui aujourd'hui, l'âme est mal comprise bien souvent, mais qui est bien cette unité du corps vivant, ce souffle de vie, disaient les Grecs. Et donc voilà, c'est comment est-ce qu'on redonne ce souffle de vie, cette espérance finalement aux jeunes. Alors concrètement, que se passe-t-il pendant vos sessions? Combien de temps durent-elles? Alors nos sessions durent 2 mois et elles ont 2 parties fondatrices. La première partie, on l'appelle le stage rock. Le stage rock, c'est 12 jours en pleine nature. Donc je décrivais tout à l'heure, pendant ces 12 jours, les jeunes ne connaissent les uns des autres que leur prénom et leur âge. Et le but, c'est de se découvrir, d'apprendre à se connaître par le dépassement de soi. Ensuite, ils n'ont pas toutes les dispersions de notre monde actuel, pas de téléphone, pas de montre. Pour vraiment vivre l'instant présent, contempler, il y a de la marche. Toute Irvine est orientée autour de la boussole. La boussole qui est vraiment ce chemin. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on est. Si on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Et puis la vie, cette branche qui fait partie aussi du logo d'Irvine. Puis ensuite, 6 semaines pendant lesquelles les jeunes vont alterner 3 jours de chantier école, 2 jours de cours. Des cours qui vont commencer aussi bien sur des notions comme l'hygiène et la sécurité en chantier, en passant par tout ce qui est gérer un atelier budgétaire. On a le Crédit Agricole qui vient donner des cours aux jeunes bénévolement. Et puis, jusque les notions de bien et de mal, indépendamment de toute notion culturelle, à partir de la philosophie réaliste, qui sont comprises comme être et privation d'être. Et puis à partir de ça, les jeunes ensuite vont visiter également des entreprises où ils vont voir que comment ça s'incarne. L'idée étant de ne pas rester dans les idées, mais dans le concret. Et puis 4 mois de suivi après cette formation-là. 4 mois de suivi où les jeunes sont mis en entreprise,
à partir d'un bilan de compétences qu'ils ont fait pendant les 6 semaines. Donc quelque chose qui va leur convenir, qui correspondra vraiment à leur façon d'être. Et notre idée aussi, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de se ressourcer sur le poste dans lequel ils seront. Il n'y a pas de métier idéal. On dit souvent à nos jeunes, le métier de rêve, il n'existe pas vraiment. Un métier de rêve avec des idiots, c'est un métier d'idiot. Par contre, un métier difficile, très difficile même, avec des personnes de rêve, c'est un métier de rêve. Et donc, on va aussi former, dans la continuité de ce qu'on fait avec nos jeunes, les chefs d'équipe des entreprises partenaires. Et on en recherche aujourd'hui, on recherche 150 fiches de poste pour nos jeunes, pour former ces entreprises partenaires à pouvoir vraiment continuer dans la continuité de ce qu'on a fait, à encadrer ces jeunes pour qu'un jour ils deviennent les fers de lance de la société de demain. Alors, qui sont les participants? Quelles sont leurs attentes? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous et comment ils viennent vers vous? Alors, les participants, ils ont 1000 attentes. Là, je dirais, si je dois résumer leurs 1000 attentes, c'est ils veulent changer de vie et souvent, ils ont peur du monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, leur enjeu, c'est de pouvoir retrouver confiance en eux et donc dans le monde, indirectement, hein. Ils le formulent souvent au bout de quelques semaines avec nous. Et en retrouvant cette confiance, en retrouvant plus que de l'espoir, de l'espérance, les jeunes vont pouvoir s'engager vraiment. Et donc, nous, il y a cet enjeu-là, c'est que nos jeunes, ils sont tous volontaires. Moi, je recrute que des jeunes volontaires. Si j'ai un jeune qui ne sait pas trop s'il veut s'en sortir, etc., quand je dis s'en sortir, ça va... Kamel, il veut vraiment s'en sortir parce qu'il a eu des choses très compliquées dans sa vie. Mais à côté de ça, j'ai, pour dire des prénoms au hasard, mais par exemple, j'ai Benoît qui, lui, il a tout reçu. Il a eu une belle formation, etc., mais il ne sait juste pas quoi faire comme métier. Dans tous les cas, s'il y a ça, c'est qu'il y a un vide à un moment donné. Il y a cette quête de sens. Et donc, les jeunes qui viennent chez nous, ils sont en quête de sens. Et donc, par le réel, par le concret, par des travaux manuels également sur les chantiers écoles où ils vont pouvoir vraiment voir le fruit de leur travail, c'est arriver à retrouver du sens, quel que soit le métier qu'ils feront. On ne forme pas un métier précis. On a plein de partenariats, que ce soit Colas dans le BTP, ou alors Pinson dans le paysage, ou encore Capgemini dans l'informatique, avec qui on est régulièrement en discussion, même s'il n'y a pas encore de grands partenariats. Mais toutes ces entreprises-là, c'est des entreprises dans lesquelles nos jeunes peuvent aller, selon leur profil. Alors, vous existez depuis combien de temps et quels résultats observables avez-vous déjà obtenus? Alors nous, ça fait 15 ans à peu près qu'on existe. Au début, on était plutôt sur une démarche de réinsertion. Aujourd'hui, on est sur une démarche d'intégration professionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur cet accompagnement du jeune. Ça fait depuis 2020 qu'on est sur notre nouveau schéma. Et c'est la date aussi à laquelle on s'est installé dans notre ferme à côté de Rennes, dans un petit village qui s'appelle Moisé, au nord de Rennes. Et aujourd'hui, cette situation, elle est portée vraiment par cette ferme. Parce que c'est un travail où les jeunes peuvent être tout le temps dans le concret, dans le réel. C'est aussi un endroit où les jeunes vont apprendre à méditer, dans le bon sens du terme, comment avoir un vrai retour sur soi sans être dans une vaine spéculation, se poser les grandes questions de vie, etc. La deuxième partie de votre question, c'était C'était les résultats observables. Eh bien, depuis 2020, on a 80% à peu près de réussite. Les 20 derniers pourcents étant des jeunes généralement avec un passé beaucoup plus lourd, qui ont besoin de plus d'années. Donc là, au lieu d'être sur du 2 mois, il y en a certains qu'on a accompagnés jusqu'à 3-4 ans. Donc effectivement, ils ne rentrent pas dans les chiffres, entre guillemets. Maintenant, c'est 80% parce que ça fait toujours bien de trouver les chiffres. Moi, je trouve que, en fait, derrière se cache un 100% parce qu'on a aujourd'hui des retours de jeunes qui étaient dans les 20% manquants qui reviennent nous voir et qui nous disent encore hier, un jeune qui vient nous visiter, qui était, je pense, un des jeunes les plus camés que je n'ai jamais vu et qui vient nous voir, il était totalement bien et il a un nouveau boulot, là, il se plaît beaucoup dedans. Je pense que c'est un 100% parce qu'on est très attentif à la notion de personne et que du coup, on n'est pas à chercher directement un résultat tout de suite. Nous, on met des petites graines, on est un contexte. Maintenant, c'est évidemment le jeune avec son côté volontaire qui va pouvoir s'en sortir. C'est pas nous qui allons le sauver. Alors concrètement, comment vous aider, comment vous rejoindre ? Alors, pour nous aider, pour nous rejoindre, déjà, vous pouvez envoyer un message au 06 38 03 34 14, qui est le message de votre serviteur.
Et puis également, on a un site, irvine.fr, www.irvine.fr. Et également, donc l'autre moyen, c'est de passer par les missions locales du 92 en demandant l'association Irvine, puisqu'on offre gratuitement pour tous les jeunes du 92 notre formation, payée par le département. Et puis également, sur la région du 92, on a un ami qui s'appelle Serge et qui, sur demande, sur contact des missions locales ou des universités qu'on a pu contacter, qui vont pouvoir venir vers nous et nous relayer l'info. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Brieuclair. Bonjour monsieur. Donc vous êtes président de l'association qui organise un pèlerinage de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel du 8 au 11 mai prochain. Alors à quoi correspondent cet itinéraire d'une part et ces dates d'autre part ? Alors le pèlerinage que nous lançons, donc il a vocation à rassembler des catholiques de toute la France qui viennent marcher et honorer ensemble le protecteur de notre pays qui est l'archange Saint-Michel, et sur des itinéraires qui sont parcourus depuis des siècles par de nombreux pèlerins, les Miquelots. On appelait même ces chemins les chemins du paradis, puisque Saint-Michel est l'archange qui emmène les âmes vers leur jugement au paradis. Et donc les pèlerins depuis le Moyen-Âge surnomment ces routes les chemins du paradis. Et puis nous partons du côté breton, où nous croisons aussi et nous marchons aussi sur les chemins du Trobreise, même s'ils ne conduisent pas directement au Mont-Saint-Michel, mais nous empruntons une partie de ces routes. Et puis Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel sont deux lieux très marquants qui ont en commun d'être enracinés sur le roc comme une invitation à fonder notre vie sur le Christ. Et puis Saint-Malo, c'est aussi un rivage d'aventuriers, et partir en pèlerinage, c'est aussi partir à l'aventure, une aventure spirituelle, surtout au cœur de notre époque. Donc voilà 4 jours de marche qui conduisent les pèlerins de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel. Et puis qui marque la fête du 8 mai. Le 8 mai, ça a été pendant plusieurs siècles la fête de Saint-Michel de printemps. On connaît bien la Saint-Michel d'été en septembre, et le 8 mai, c'est la Saint-Michel de printemps. C'était la fête de Saint-Michel au Mont-Gargan, et les moines et les sanctuaires, les pèlerins du Mont-Saint-Michel honoraient particulièrement cette fête, peut-être même encore plus que celle de septembre. Ils avaient des liens directs de filiation avec le Mont-Gargan. Et puis, il ne vous aura pas échappé que le 8 mai est le jour auquel Jeanne d'Arc, sur l'instigation, les conseils de l'archange, a libéré définitivement Orléans, et puis le jour aussi où l'Allemagne nazie a capitulé et où la France a recouvré sa liberté en 1945. Et donc c'est deux fêtes, deux dates importantes dans notre histoire que nous aurons à cœur de célébrer. Alors que représente le Mont Saint-Michel et l'archange Saint-Michel dans la mémoire collective française ? Alors, l'archange Saint-Michel, c'est un ange qui est vénéré depuis des siècles comme un des protecteurs de la France, comme l'ange gardien de la France. On lui doit d'ailleurs le blanc du drapeau français. Encore aujourd'hui, le blanc du drapeau français fait référence à l'archange Saint-Michel. Et puis son sanctuaire, qui est aux confins de la terre de France, aux confins de la Bretagne et de la Normandie, est connu de manière universelle comme une des cartes postales de la France. Et il y a de quoi. Le Mont Saint-Michel incarne à la fois la démarche du pèlerin, la Jérusalem céleste vers lequel, en pèlerinage sur cette terre, nous marchons. Il incarne aussi la vie contemplative avec ces moines qui se sont succédés et relayés dans les murs de l'abbaye pendant des siècles. Il incarne la vie intellectuelle de notre pays avec, on l'appelait la Cité des livres au XIIe siècle sous l'abbé Robert de Torigny. C'est par le Mont Saint-Michel qu'une partie des textes antiques nous sont parvenus à notre culture. Et puis, le Mont Saint-Michel, c'est aussi le combat spirituel, ce lieu que l'on gagne après avoir parcouru des routes, après avoir traversé ou longé la baie, symbole des périls qui attendent le chrétien sur cette terre pour gagner l'asile sûr qu'est le Mont Saint-Michel. Et donc, effectivement, ce lieu qui est aujourd'hui plus connu pour le tourisme que pour la vie spirituelle qui pourtant y est riche, eh bien nous voulons aussi le raviver, le ranimer et faire converger des pèlerins pour
vivre et rendre plus visible cette dimension spirituelle centrale. Alors, comment se déroulent ces 4 journées concrètement ? Alors donc les pèlerins se retrouvent le jeudi 8 mai à la cathédrale de Saint-Malo et puis marchent ensuite le jeudi, le vendredi, le samedi avant d'arriver au mont le samedi soir pour une procession et une veillée dans l'abbatiale donc qui sera exceptionnellement ouverte pour conclure ce pèlerinage. Et puis le lendemain, la messe sera célébré au pied du mont par Monseigneur Cador, évêque de Coutances et Avranches, donc successeur de Saint-Aubert qui a fondé le Mont Saint-Michel. Les pèlerins sont invités à rejoindre un chapitre de marcheurs, donc ceux qui sont habitués à des pèlerinages connaissent bien cette organisation. Ils amènent leur tente, un gros sac qui est porté par des camions pendant la durée de la marche pour garder avec eux seulement le nécessaire de la journée. Et puis, chaque journée est lancée par l'office des laudes, conclue par l'office des complis, et les temps de bivouac sont marqués par un certain nombre d'enseignements par des prêtres ou des laïcs qui sont spécialistes des différents thèmes abordés. Donc, après les laudes, les pèlerins se mettent en marche en chapitre. Ils ont la messe en cours de route et le soir, ils arrivent au bivouac pour... Et l'accompagnement spirituel est donc assuré par qui ? Alors, le pèlerinage est organisé par des laïcs et accompagné avec le soutien du sanctuaire du Mont Saint-Michel et de son recteur, dont Pierre Doha, qui est de la communauté Saint-Martin, et puis avec le soutien de l'évêque de Coutances qui célébrera la messe de clôture. Donc il y a différents prêtres de la communauté Saint-Martin ou des prêtres diocésains d'autres endroits en France qui assurent l'aumônerie du pèlerinage et des différents chapitres, et puis des séminaristes aussi qui nous accompagnent. Et puis il y aura des intervenants chevronnés sur le thème du combat spirituel, donc sous lequel on a voulu placer cette première édition. J'en cite quelques-uns, dont Jean Pateau, père abbé de Fontcombault, dont Philippe Dupont, abbé émérite de Solesmes, monsieur et madame Loriot-Prévost qui ont fondé la communauté de Priscille et Aquila pour les couples mariés. Voilà, différents intervenants qui nous parleront du thème du combat spirituel et puis qui formeront les pèlerins aussi au sujet de Saint-Michel et des anges. Et au-delà de ce thème spirituel, y a-t-il un thème particulier à ces 4 journées ? Alors le pèlerinage donc, qui a vocation à être annuel recentrera les pèlerins sur ce que les anges et Saint-Michel en particulier ont apporté à notre vie de foi. Ce sont quand même nos racines spirituelles, les anges créés comme nous par amour gratuit de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc ça sera pour les pèlerinages année après année. Cette édition spéciale est placée sous le signe du combat spirituel. Et puis nous y joignons cette année une volonté forte de prier et de réaliser ensemble l'unité de l'Église, et puis de prier évidemment pour le conclave qui se déroulera pendant nos jours de marche. La Providence en a voulu ainsi. Donc nous joindrons nos prières et nos efforts, tout particulièrement à destination des cardinaux qui seront réunis loin du Mont Saint-Michel dans la chapelle Sixtine. Et puis voilà, nos prières aussi pour le pape François qui invitait beaucoup à prier l'archange Saint-Michel et qui avait consacré le Vatican à l'archange Saint-Michel, et puis pour son successeur qui sera peut-être élu pendant nos jours de marche. Effectivement, vu la date qui a été donnée pour le début du conclave, ça n'est pas sûr, mais c'est possible. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Nous vous merci. souhaitons un bon pèlerinage. Merci de nous avoir rejoints. Je vous signale dans un autre domaine un film qui m'a amusé, qui sortira exactement à ce moment-là. C'est De mauvaise foi, donc un film qui sortira au cinéma le 7 mai prochain. Une comédie drôle et pas méchante qui nous plonge dans l'univers surprenant pour le néophyte des sessions de l'Emmanuel à Paray-le-Monial. Cette émission s'achève. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche, bonne semaine à tous et merci beaucoup. Merci.